Hey, salut tout le monde, alors j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui, donc nouvelle vidéo dédiée à ClickHouse. Aujourd'hui on va s'intéresser à comment stocker des logs dans ClickHouse. Vous allez voir que on va faire quelque chose d'assez sommaire pour découvrir un petit peu le cheminement de comment on envoie des logs dans ClickHouse. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Allez voir la page d'accueil de la chaîne, il y a vraiment beaucoup de sujets sur la chaîne, plus de 1600 tutos, avec beaucoup de tutos gratuits, 95% on va dire, ou 90% des tutos sont pratiquement gratuits. Et puis également n'oubliez pas de mettre des pouces bleus pour pouvoir m'encourager, que ce soit sur cette vidéo ou sur toutes les autres vidéos sur lesquelles vous avez l'occasion de passer. C'est un petit signal qui est assez sympa, ça permet de me soutenir notamment. N'hésitez pas également à mettre des commentaires, parlez-en autour de vous. Et si vraiment vous voulez me soutenir sur tout ce travail et toutes les heures passées, vous pouvez cliquer sur rejoindre, c'est justement en dessous de la vidéo, comme pour le bouton s'abonner également. Donc jingle, et c'est parti. C'est parti, donc du coup vous allez voir, on va faire quelque chose qui est assez simpliste. Le but c'est vraiment de comprendre un peu le cheminement, la petite configuration qu'il faut pour pouvoir envoyer des logs dans ClickHouse. Puis on va faire une première requête, vous allez voir c'est quelque chose d'assez simple, ça reste du SQL de toute façon. Donc je me mets en tout petit ici. Alors qu'est-ce que l'on a? Même si on n'a qu'un ClickHouse 1 à droite, on a un ClickHouse 1 et un ClickHouse 2, donc on est en mode cluster avec le fameux Vagrant File qu'on a pu construire ensemble. À gauche, on retrouve une machine CK External qui, elle, va me permettre de faire des choses intermédiaires, on va dire, pour notamment envoyer les logs dans ClickHouse. Je crois qu'on va se baser aussi pas mal sur Zoo 1. Faut que je me remémore un peu les slides, mais vous inquiétez pas, ils sont pas partis loin. Zoo 1, c'est la machine sur laquelle on va juste installer un Nginx finalement, et qui va, elle, envoyer les logs vers ClickHouse 1. Donc si on fait le schéma, qu'est-ce qui va se passer? En gros, on va installer un Nginx sur le Zoo 1, on va y installer un FluentBit. Ce FluentBit va envoyer les datas sur ClickHouse 1 et 2, donc dans une base de données, une table dédiée au log avec la structure qui va avec. Et puis CK External, alors lui, il va juste avoir Bentos pour envoyer des requêtes, des curls, grosso modo. On peut le faire avec curl, on le fera même avec curl, sur Zoo 1, tout simplement. Donc c'est pas très compliqué tout ça. Première chose, déjà on peut se connecter à ClickHouse Client, donc le client ClickHouse avec le user xfkey et le password qui va avec. Derrière, on va faire un show databases, donc quelque chose qui est assez classique dans les bases de données. Certaines c'est cette commande là, base de show, d'autres c'est anti/l sur Postgre, etc. Qu'est-ce que l'on a? On a notamment une base de données FluentBit que j'ai déjà créée. Alors comment on l'a créée? C'est pas compliqué. Moi je l'ai créée comme ceci, avec la commande ClickHouse Client-petit h, pardon, donc sur quel serveur, ou en tout cas quel serveur est notre point de repère sur le cluster. Le login, le password, vous voyez, moi password c'est password, dans la ligne de commande c'est pas forcément terrible. Là on est en mode full test. Alors là c'est les commandes tout simplement qui ont été utilisées dans le Vagrant File que j'ai continué à constituer, qui permet du coup de faire aussi ces tests là. C'est pour ça que c'est déjà créé d'ailleurs, donc une partie est déjà installée. Et on a fait un create database FluentBit on cluster et le nom du cluster en question. Alors petit spoiler, on va bientôt voir aussi le mode sharding du cluster ClickHouse, on verra ça, c'est une partie qui est assez importante à connaître au niveau de ClickHouse, on découvrira ça ensemble. Ensuite, deuxième requête, celle-ci elle est importante, c'est celle qui permet de créer la table, et là finalement, pourquoi elle est importante? Parce que c'est la manière dont on va stocker nos logs, et il n'y a pas 36 000 manières de pouvoir le faire, en tout cas de réceptionner les données de FluentBit, donc il vaut mieux la structurer comme il faut cette table. Cette table je l'appelle, vous voyez, JSON log, on va zoomer un petit peu, voilà, JSON log ici. On dit qu'on l'a créée si elle n'existe pas déjà, et elle est constituée que de 2 colonnes. Alors c'est marrant, mais c'est comme ça. Première colonne, elle s'appelle timestamp, et elle contient du format datetime. Donc du coup, ça va être une date et un eurodatage finalement.
Deuxième colonne, c'est celle qui s'appelle log, et elle est en format JSON. Et ça, c'est plutôt cool, ça on le retrouve dans pas mal de moteurs de base de données maintenant, vous pouvez le retrouver aussi sur Postgre. C'est assez pratique parce que du coup, on va balancer dedans le JSON qui est finalement ce qui sort du Fluentbit, c'est le format un petit peu par défaut avec Fluentbit pour pouvoir injecter dans un moteur de base de données qui l'accepte. Et donc du coup, on va pas se poser de questions, les champs, comme on est en format JSON, vont être tout de suite identifiés et on va surtout pouvoir les requêter dans ce format JSON, donc ça c'est plutôt sympa. Ensuite, on va utiliser, donc on est en mode cluster, on va utiliser ici un numéro de réplica et on crée la table de cette manière-ci. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est du coup ça va pas être très compliqué, on va installer un Nginx sur donc notre serveur. Alors je réutilise le Zookeeper finalement. L'idée derrière, ça serait plutôt d'avoir une autre machine, etc. Là, je vais utiliser le Zookeeper parce que c'est pas celui qui travaille le plus dans notre cas de figure. On installe le Nginx, on s'assure que GNU PG2 est installé parce que derrière on va installer aussi également Fluentbit. Sur Fluentbit, je sais pas s'il y a besoin d'installer. Alors si je l'ai mis, c'est qu'il j'ai dû rencontrer des petits soucis. Mais là, on récupère la clé GPG de Fluentbit, du dépôt Fluentbit, et ensuite on va lancer le curl d'installation, vous voyez, de Fluentbit comme ceci. Donc hop. Alors généralement, un script bash pipe SH ou bash ou ce que vous voulez, c'est pas très bon, vaut mieux d'abord le récupérer, l'analyser, regarder ce qu'il y a dedans quand même, et ensuite éventuellement l'automatiser, mais faire à l'aveugle comme on vient de le faire là, c'est pas forcément la meilleure méthode. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va juste le démarrer tout simplement, voilà, toc, enable, donc on s'assure qu'il redémarre au boot, et start du Fluentbit. Donc là on a un Fluentbit qui est démarré, maintenant il nous faut sa configuration. Alors pour sa configuration, on va dézoomer un petit peu, voilà, hop, voilà. Pour sa configuration, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ceci. Donc on va aller écraser donc le fichier de configuration de base de Fluentbit dans /etc fluentbit.conf. Et là on est toujours, j'aurais pu d'ailleurs faire ça tout à l'heure, voilà, on est comme ceci. On va le regarder juste ensemble après. Alors, j'espère qu'il nous a... Ah, ouais, si ça doit être bon. Donc si on regarde, je sais pas pourquoi j'ai mon terminal qui fait des siennes. Donc /etc fluentbit. Et là on doit voir voilà, le fluentbit.conf et on va le regarder. Donc première chose, on a le service pour dire le mode de fonctionnement de Fluentbit finalement. Pour lui dire qu'il y a aussi le parseur, les plugins, etc. Nous on n'utilise pas tout ça, on n'a pas besoin, on fait juste un test. Première chose, on va lui dire, l'input, tu vas te mettre en mode tail, c'est-à-dire tu vas lire un fichier de log en permanence finalement. Et on va lui dire, tu commences à lire par le début, donc par l'entête du fichier, et ensuite tu descends. Et ce fichier, il est situé dans varlog nginx, et on prend les fichiers d'access log, on pourrait rajouter les fichiers d'erreur, etc. Et on indique qu'on a un parseur de type nginx, c'est-à-dire qu'il va reconnaître Fluentbit par défaut la structure de log de nginx directement. Ensuite, on a un filter qui fait pas grand-chose finalement, je ne sais même pas si on s'en sert d'ailleurs, je ne pense pas d'ailleurs. Ça m'étonnerait. J'ai pas l'impression qu'on l'utilise. Nest, je le vois pas. Donc du coup, je ne pense pas qu'on l'utilise. Bref, voilà. Et ce qui est important, surtout aussi, c'est l'output. Donc l'input important pour dire que c'est du nginx, l'endroit où ça se situe, et la manière dont on le fait. Et l'output, lui, il est important parce qu'il y a un petit tricks dedans quand même. En tout cas pour le moment, hein, peut-être que ça changera par la suite. Nous, on va dire que l'output, il est de type HTTP. Et ça, c'est assez sympa parce qu'on n'en a pas parlé jusqu'ici. Avec ClickHouse, à chaque fois on est passé par le client, par une librairie, etc. Pour injecter de la donnée, et bien là on peut fonctionner en mode HTTP. Donc il a une interface pour faire de l'écriture ou de la lecture, ou faire des requêtes plus globalement en HTTP. Derrière on va lui dire qu'on ne fait pas de TLS, nous dans notre cas de figure en tout cas ici. On va lui dire qu'on prend tout ce qui est dans l'input, dans le processing. On va lui dire que le host, on va balancer ça sur ClickHouse 1, le port c'est 8023, et derrière on va lui indiquer la structure de l'URI, c'est-à-dire la route qui permet de faire la query dans le ClickHouse. Et cette route, du coup, on lui passe un paramètre qui est query, du coup,
donc qui va être passé à ClickHouse 1 sur son port ici, hein, donc on pourrait le faire avec du curl hein, également, et on va lui dire qu'on va faire un insert into FluentBit, alors FluentBit JSON log, vous voyez que les séparateurs c'est juste des plus à chaque fois, hein, attention, très important, et ensuite on va lui préciser ici, on va lui dire voilà, pour chaque row, on a un format de type JSON, donc ça c'est vraiment la structure de la query, c'est assez étonnant comme insert into, hein, c'est notamment le format JSON each row qui est particulier, et puis on passe ça du coup en URI, donc c'est assez rigolo, assez sympa. Le format c'est du JSON stream, derrière on va lui préciser une clé qui est donc la clé qui est timestamp, pour lui dire le timestamp correspond au timestamp du coup, à la date en tout cas. Et on lui dit le format de ce timestamp, en l'occurrence c'est du format époque. Derrière bien sûr il nous faut notre petit user, notre petit password qu'on a vu tout à l'heure, et une fois qu'on a fait ça c'est bon. Donc du coup on va redémarrer, hop, je fais quoi là, hop, voilà. On va redémarrer, je ne sais pas, ah oui ok je sais pourquoi. On va redémarrer notre systemctl restart de FluentBit comme ceci, FluentBit, voilà, et donc là il vient de redémarrer, parfait. Donc là, à partir de là, donc du coup on a notre table qui est de l'autre côté, on a préparé notre FluentBit pour injecter de la donnée. Donc maintenant ce qu'on peut faire c'est envoyer notre premier curl. Donc ce qu'il nous faut c'est juste, on sait qu'ici c'est Zoo1, donc on va faire sur Zoo1 normalement on a notre Nginx qui écoute, parfait, voilà. Donc du coup ce qui s'est passé, on a envoyé un curl sur Zoo1 qui est ici en bas à gauche. Ça a généré le log, hein, donc le log on va le retrouver, hein, pour les gens qui connaissent moins, voilà, on va le retrouver dans Nginx et les access logs, et on a une seule ligne, ici qu'on retrouve, donc l'IP du serveur CK external qui est au-dessus, c'est celle-ci, et on retrouve le curl, donc le user agent, on retrouve les éléments, et tout ça, en fait, comme ça va être découvert en format Nginx par FluentBit, lui, il va être capable de le restructurer en mode JSON et de le passer du coup dans ce fameux insert. Donc derrière, maintenant, si on se connecte à notre ClickHouse 1, donc tel qu'on est là, ce qu'on va faire, on va se mettre dans la base de données, on va faire un use, la base de données, on a dit qu'elle s'appelait FluentBit, je crois, quelque chose comme ceci, voilà. Eh bien, on va faire un select étoile from, et on a dit qu'on appelait ça, je ne sais plus, logs peut-être, voilà, non, log peut-être, non plus, on va faire un show tables, voilà, JSON logs, voilà, toc, donc JSON logs, comme ceci, voilà, et là on retrouve notre, vous voyez, notre timestamp, notre ligne, avec notre curl, le statut de le response code, le verbe, la route, là je ne sais plus, le tiret ça doit être quelque chose, je ne sais plus quoi, l'IP en l'occurrence d'où ça vient, la taille je crois de la requête, et un autre élément encore, je ne sais pas dire comme ça à l'aveugle. Donc là c'est cool. Donc du coup on est en mesure de faire des requêtes. Alors nous ce qu'on va faire, on va utiliser Bentos. Je vous invite à aller voir la playlist dédiée à Bentos. Et on va le faire vraiment en mode très moche, très sale on va dire. Voilà, cat Nginx ici. Donc Bentos on va lui dire écoute, tu nous fais des requêtes vers Zoo1, c'est-à-dire exactement ce que je viens de faire là, je cherche même pas à faire slash quelque chose ou autre chose, et on va pas utiliser de rate limiting. Vous voyez que j'avais mis la possibilité d'utiliser le rate limiting qui s'appelle getZoo1 pour dire t'envoies une requête toutes les secondes. Là on va vraiment envoyer en brut, comme des cochons, le truc, donc ici Nginx, voilà, comme ceci, et là il est en train d'envoyer, vous voyez, de la requête en boucle. Donc derrière là du coup si on se repositionne ici, si je fais un count comme ceci étoile, vous voyez, là on a déjà 15 000 lignes d'injectées. Donc vous voyez que ça supporte relativement bien la charge, ça va assez vite, il n'y a pas de souci. Alors maintenant si on veut faire des requêtes également, alors je sais pas, il est quelle heure ici, hop là, mauvais endroit pour faire l'heure, on va dire ici, voilà par exemple, donc 20h39, on va se remettre comme ceci. Voilà, on va faire comme ça. Alors on va arrêter lui parce que je n'ai pas de freeze non plus
en abusant. Voilà, on a 53 000 lignes de log, tranquillement. Première chose, ce que j'ai pas montré, donc du coup on peut faire un describe table de notre table JSON log, format vertical, settings. Alors qu'est-ce que ça va nous permettre? Ça va nous permettre de voir l'entête qu'on n'a pas vu jusqu'ici. Alors voilà, la réponse elle est déjà ici, ça a été assez rapide. Donc du coup j'ai fait un describe table ici en format vertical, peu importe, mais là le format vertical est assez lisible. Et settings, on a dit qu'on voulait avoir un objet décrit, quoi. Là en l'occurrence, donc il nous dit quoi? Il nous dit bah écoute, tu as un champ qui se nomme timestamp, ce qu'on a créé avec le type datetime. Celui-ci ne nous intéresse pas. En tout cas, pas de cette forme. On a un autre champ qui s'appelle log, et dedans, il est de type tuple, et ce tuple est constitué de différents éléments. Premier élément, l'agent, c'est-à-dire le user agent. Deuxième élément, le code. Troisième élément, le host. Ensuite, la méthode, le verbe, le pass, le référeur, le remote, la size et le user. Donc vous voyez que du coup, il a été capable de lui-même d'alimenter à partir des éléments qui lui sont montés via FluentBit les types finalement des sous-champs. Mais là on est en format JSON, hein, donc du coup il a récupéré les clés hein, finalement directement, puisqu'en fait on avait notre parseur Nginx. Ce parseur Nginx, lui, c'est lui qui définit ces éléments-là quand il crée le JSON en fait. Tout simplement. Alors j'ai le clavier qui clignote, j'espère que ça ne va pas poser de soucis. Donc, ouais, voilà, hop, ça risque de poser des problèmes. Alors on va voir. Donc derrière, on va peut-être s'amuser à faire une petite requête. Alors première requête qu'on peut s'amuser à faire, voilà, avec un clavier qui marche pas bien, je ne sais pas pourquoi. Première requête qu'on peut chercher à faire. On va faire même une seule requête, voilà, celle-ci, qui est intéressante. Donc on va faire un select count étoile sur notre JSON, et on va dire qu'on se situe entre un timestamp et un autre timestamp, et ce qu'on peut faire, hop, voilà, on va se mettre ici, alors, youp. Voilà, donc on va retourner sur notre JSON, notre select, on va voir, use select, voilà, ici, JSON log, logs, voilà, décidément. Alors on va faire un petit truc, hop, voilà, gentiment comme ceci, je pense que, hop, donc on va repartir dessus, on a notre JSON log comme ceci, là on l'a fait en count étoile, on va se remettre en étoile tout simplement, et là cette fois-ci, donc du coup on va vouloir faire une requête, une vraie requête. Donc du coup on est parti sur le timestamp. Ce timestamp, on va dire que il est situé entre 2 heures en particulier, quoi. Alors je sais plus le format exact, voilà, c'est du simple quote et surtout les séparateurs entre la date et donc on est en 2024, slash on est en février, on est le 01 ou 02, je ne sais plus. Qu'est-ce qu'on a mis, qu'est-ce qu'on est, voilà, on est le 2 février, oh, c'est pas terrible ça. Voilà. Et surtout, ensuite, il faut qu'on arrive à se situer à une... Donc on va dire, peu importe, on va dire 20h38 et je sais pas si ça va retourner quelque chose, et 38 secondes, quoi, 20h38 minutes et 0 secondes. Et on va dire, le between, du coup, il prend un end pour la suite, du coup, quoi, pour la fin plutôt, comme ceci, et on va repartir sur la même chose, et on va dire à 39 heures. Je ne sais pas si, j'ai pas regardé quand est-ce qu'on a lancé les requêtes. Bon, écoutez, ils sont, alors ouais, on a une majorité, on en avait 50 000, vous voyez qu'ici on n'a plus que 36 000, donc, du coup déjà on a des selects qui sont faits dessus, et après on pourrait passer, mais bon, ça va pas nous donner grand intérêt ici, il faudrait qu'on puisse filtrer. Ouais, tiens, on va faire ça, on va relancer un curl ici. Voilà, on relance un curl, donc du coup on a 2 requêtes passées avec un curl et 50 et quelques mille qui sont passées sans curl, et là on va lui dire, tiens, end log point agent,
Alors on peut même faire i-like. Donc i-like, hein, c'est toujours le i pour le fait de ne pas prendre en compte la casse. Et on va dire pourcentage, voilà, on va dire pourcentage quelque chose. Quoi, ça commence par quelque chose, ça comprend curl, pourcentage. Donc du coup, si le curl est minuscule, majuscule, il passera aussi. Et là, du coup, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi j'ai pas de curl? Ah, peut-être que je ne l'ai pas passé entre... Alors, on va se mettre ici entre 40 et 30, comme ceci. Voilà. Et donc derrière... Alors, j'ai dû passer le tout premier curl beaucoup plus tôt, quelque chose de ce goût-là. En tout cas, on n'a plus qu'un curl, qui est celui-ci, et celui que je viens de... Ah non, celui que j'ai passé avant. Effectivement, il est quelle heure? Ah bah il est 45, donc c'est normal. Du coup, on va se mettre plutôt à 50. Voilà, on devrait en avoir 2. Voilà, du coup là on en a 2, donc je peux même faire mon petit count étoile dessus. Et vous voyez, hein, c'est pas... on a que 50 000 lignes, hein, donc mais sur 50 000 lignes, faire une recherche avec des likes sur ClickHouse, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout délicat. Vous voyez, donc du coup on peut faire vraiment du travail assez fin sur la recherche, ça fonctionne assez bien, sur l'horodatage également. L'avantage également, c'est qu'on derrière on pourrait partitionner, se baser sur une clé de partitionnement qui serait le timestamp également pour gagner en performance. Voilà, donc du coup je pense qu'on a fait à peu près le tour. J'ai plus le clavier qui clignote, donc ça c'est cool pour la fin. Et vous avez vu, hein, donc du coup on peut vraiment injecter des données très facilement, et vous avez vu que sur les quelques secondes on a pu en injecter vraiment beaucoup. Donc derrière c'est pas avaler des logs, sauf si vous en avez des quantités astronomiques, c'est pas forcément une grande difficulté. En tout cas c'est un outil qui est extrêmement performant, ClickHouse. J'ai l'impression, au vu des actualités qu'ils ont chez eux, c'est des choses qu'ils essayent de travailler, en tout cas pour améliorer les choses sur différents aspects, fournir aussi, j'ai vu qu'ils s'intéressaient pas mal à OpenTelemetry également, donc on refera certainement des vidéos dessus. Là, si on relance un petit count, voilà, comme ceci, toc, là on est à 96 000 lignes, vous voyez, et si je relance, alors bien sûr, si je relance mon select, hein, il y a du cache, etc., on est toujours qu'à 2, donc ça tourne pas mal. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki, ciao à tous.